Bonjour à toutes et à tous, si vous aimez les kaiju, les monstres géants, vous êtes au bon endroit. En effet, au travers de cette vidéo, vous devriez apprendre ou redécouvrir peut-être pas mal de choses sur la signification liée aux kaiju et leur place tout simplement dans la pop culture. Et tout ça, c'est grâce à Kaiju numéro 8, un manga. Kaiju numéro 8, c'est un très gros succès au Japon et c'est largement mérité. En effet, j'ai eu la chance de lire de nombreux chapitres en avant-première avant sa sortie ce 6 octobre chez Kazé et j'ai tellement adoré que je ne pouvais plus en décrocher et j'ai donc évidemment accepté d'en parler dans cette vidéo sponsorisée. Je vous propose qu'on plonge ensemble dans le Kaiju Eiga et qu'on explore les origines, les inspirations, les thématiques, les messages de société, mais aussi de découvrir la façon dont ce manga, Kaiju numéro 8, va s'insérer dans le genre entre respect des traditions et innovation. On peut traduire Kaiju Eiga par film de monstres géants, mais je reviendrai un peu plus tard sur la différence qu'on peut percevoir entre le monstre géant en Occident et la notion de Kaiju au Japon. À l'origine du genre, on trouve deux hommes, Ishiro Honda et Eiji Tsuburaya. Ishiro Honda, c'est le réalisateur du premier film Godzilla, ou Gojira plutôt pour lui, enfin je sais que je prononce pas très bien mais voilà, vous ferez avec, ainsi que de nombreuses suites et déclinaisons jusque dans les années 70. Quant à Eiji Tsuburaya, il est tout simplement le monsieur effets spéciaux qui a largement contribué à définir les codes visuels du genre, et même ceux des films et séries japonais à effets spéciaux, qu'on regroupe sous le genre Tokusatsu. Dès les origines, on trouve une influence croisée entre le cinéma hollywoodien et le cinéma japonais avec la présence de l'inévitable King Kong, mais aussi du nettement moins célèbre monstre des temps perdus. Dans le nom même Gojira, qui est donc Godzilla pour les japonais, on pense trouver la rencontre entre le mot gorille et le mot baleine en japonais. Alors il y a une autre version qui parle d'un surnom qu'avait à l'époque un stagiaire machiniste de la Toho, mais c'est quand même beaucoup moins poétique. Le monstre des temps perdus est un film de 1953 dans lequel une créature très ancienne, plus ou moins un dinosaure, va être tirée de son sommeil par des essais nucléaires menés dans le cercle arctique. Et sur ce film justement travaillait déjà Ray Harryhausen qui perfectionnait la technique de la stop motion. Il faut dire qu'entre Ray et la stop motion, c'est une véritable histoire d'amour qui avait commencé par un coup de foudre d'enfance, c'était en 1933 avec King Kong au cinéma. Revenons à Gojira, premier du nom. Ishiro Honda et Eiji Tsuburaya se sont adaptés à leurs contraintes de temps et de budget et ont défini le style fondamental du Kaiju Eiga avec ses maquettes et ses comédiens en costume qui pouvaient peser pas loin de 100 kg. Ce premier film Godzilla date bien sûr de 1954 et il faut savoir que la version américaine a été largement modifiée. On a enlevé des tas de choses, rajouté des tas d'autres, avec au résultat un film dénaturé, pour ne pas dire charcuté, et dans lequel la responsabilité du nucléaire américain a été fortement réduite. Enfin, il faut savoir que dans la longue filmographie mettant en scène la créature, on distingue trois périodes: Showa de 54 à 75, Heisei de 84 à 95 et Millennium de 99 à 2004. Bien entendu, le film de monstre géant est avant tout un spectacle, mais ce genre doit aussi être considéré au travers du prisme des cultures où il s'exprime, à commencer par celle du Japon bien sûr. Ce qu'on devine au travers des ravages semés par Godzilla, c'est bien le spectre de la destruction qui pèse sur cet archipel depuis bien longtemps, entre séismes, tsunamis, Seconde Guerre mondiale avec les bombes nucléaires, mais aussi plus récemment la catastrophe de Fukushima. Initialement, Godzilla dénonce les ravages du nucléaire militaire, mais au-delà, il va mettre en garde contre une puissance technologique que l'homme ne devrait tout simplement pas avoir entre les mains. L'idée est bien présente dès 1954 au travers de la décision du docteur Serizawa, qui fera disparaître avec lui le secret de l'arme ultime, l'Oxygen Destroyer, convaincu que l'humanité en ferait un terrible usage. Un autre message intéressant de Godzilla se situe dans son choix de l'universalisme, mais aussi la critique plus ou moins sévère, selon les itérations, de l'armée et de son inefficacité. En effet, c'est souvent en unissant les capacités de personnes de diverses origines qu'il est possible de faire face à la menace, quand les attaques de l'armée conventionnelle restent le plus souvent inefficaces,
voire contre-productive. Parfois, la critique s'étend au-delà des forces armées et vient toucher les institutions politiques qui se révèlent incapables de saisir l'ampleur du danger avant qu'il ne soit trop tard et de prendre des décisions cohérentes, efficaces, lorsque la destruction vient s'abattre sur le cœur de la cité. De manière croissante, au fil des années et des prises de conscience, bien sûr, la pollution est devenue le visage le plus effrayant de cette folie humaine qui est souvent dépeinte dans le genre Kaiju Eiga. Après la radioactivité qui est parfois, selon les versions, plus ou moins à l'origine de la mutation de Godzilla et autres kaiju, ce sont de plus en plus les déchets industriels qui vont être pointés du doigt, c'est notamment le cas dans la série Spectreman dans les années 70. Mais alors comment le manga Kaiju numéro 8 s'inscrit dans la lignée de ces œuvres fondatrices du Kaiju Eiga? Dans Kaiju numéro 8, la destruction de la cité reste au cœur du récit et c'est même ainsi que le manga commence. Deux personnages dont le principal se font la promesse, alors qu'ils étaient enfants, de protéger les innocents de ce terrible fléau. Un fléau dont les origines restent mystérieuses, sachant que cette question de la provenance des kaiju pourra peut-être fournir une trame passionnante et certaines des grandes révélations à venir dans le manga. On peut noter que dans sa première forme, la tête de Godzilla rappelle un peu un champignon, en référence bien sûr aux champignons atomiques, tandis que sa peau renvoie davantage aux dommages des radiations sur les corps humains plutôt qu'à de véritables écailles. De ce point de vue, on retrouve dans Kaiju numéro 8 un monstre clairement inspiré de ce symbolisme du champignon. On peut éventuellement y voir aussi une référence aux inquiétants hommes champignons d'un autre film d'Ichiro Honda, Matango, qui date de 1963. Toujours dans cette veine, on retrouve dans le manga la notion de prolifération, dans le prolongement de cette imagerie du champignon qui se propage, mais aussi de la notion de prolifération nucléaire, puisqu'on désigne ainsi l'accès à l'arme atomique d'un nombre croissant de nations. En termes d'innovation et différence, on remarque que le manga pose les kaiju comme une menace bien plus ancienne que celle du nucléaire. On le devine notamment au travers d'un personnage qui affirme être issu d'une famille qui s'illustre dans la lutte contre les kaiju depuis la période Muromachi, qui se situe entre le XIVe et le XVIe siècle au Japon. Par ailleurs, le manga propose un point de vue centré sur les humains et surtout introduit une grande nouveauté avec une frontière devenue floue entre humains et kaiju. Mais revenons un peu plus en profondeur sur le genre Kaiju Eiga et ce qu'il propose en termes de critique sociale. En effet, le Kaiju Eiga est un genre très propice à la critique de société. On y retrouve généralement l'aveuglement des autorités, le manque de confiance envers les lanceurs d'alerte, ce qui est en soi un grand classique des films catastrophes, des films de monstres. Il suffit pour cela de se souvenir du chef de police Martin Brody. Même s'il est encore très présent, le traumatisme japonais du nucléaire militaire a pris une nouvelle tournure avec la menace du nucléaire civil et surtout évidemment le terrible accident de Fukushima en mars 2011. Une influence qu'on pouvait sans doute ressentir dans le film Shin Godzilla qui marquait une véritable renaissance pour le monstre Godzilla dans la cinématographie japonaise en 2016 et j'y reviendrai un peu plus loin. Mais alors comment le manga Kaiju numéro 8 peut-il s'inscrire dans ce questionnement social? Kafka Ibino fait partie des équipes de nettoyage, c'est-à-dire ceux qui ont en charge les cadavres des kaiju vaincus qui gisent dans les décombres de la cité. Pour commencer, on peut traduire Hibino par quotidien, ce qu'on retrouve en japonais dans des expressions comme devoir quotidien, vie quotidienne. En résumé, le héros n'est pas un surhomme, c'est un gars normal. De mon point de vue, c'est l'un des messages les plus forts du manga car on peut y voir une réflexion sur la minorité au Japon des burakumin. On peut traduire burakumin par personne ordinaire d'un buraku, sachant que buraku désigne des quartiers où sont cantonnées des familles pauvres qui descendent d'anciennes castes de parias, notamment les Inin et les États. Les Inin regroupent des marginaux relégués à des activités considérées comme honteuses ou socialement inutiles, tandis que les États sont les travailleurs qui se chargent de tâches jugées dégradantes et notamment toutes celles qui ont un rapport avec la mise à mort des animaux ou l'usage de leur corps. À ce sujet, on peut rappeler que dans la vision du monde Shinto, être en contact direct avec le sang et la mort
peut être potentiellement une source de souillure spirituelle dans la vision de certaines personnes, en tout cas, loin de moi de me présenter comme un spécialiste du Shinto. De par sa profession de nettoyeur, Kafka est donc certainement considéré comme impur. Il passe son temps à dépecer des cadavres géants et doit même travailler dans leurs intestins. Là où le manga retourne cette vision un peu sclérosée du corps social, c'est en démontrant que c'est justement cette connaissance si spécifique du corps des kaiju qui participera par la suite à la grande utilité du héros. Et encore une fois, on peut faire le lien avec le traumatisme très frais de Fukushima, puisque ce sont de nombreux burakumin, des gens qu'on considère comme tels, qu'on désigne comme tels, qui ont été envoyés en première ligne pour nettoyer la centrale. Sur un autre thème, on retrouve dans le shonen en général et dans ce manga en particulier, la notion de cohésion de groupe et l'idéal d'entraide et de loyauté. On peut y reconnaître déjà une vision pro-camaraderie dans un contexte militaire, mais sans pour autant écarter une possible critique des dysfonctionnements ou décisions douteuses dans les hautes sphères de commandement, mais ça, seule la suite du manga nous le dira. Que ce soit sur le plan économique avec le phénomène de relance ou surtout scientifique, on sait que la guerre est parfois, de manière tristement ironique, une source de progrès. C'est une notion qu'on retrouve un peu dans le film Pacific Rim, sur lequel je reviendrai un peu plus loin. Et de ce point de vue, l'une des originalités du manga réside dans les recherches qui sont menées à partir des restes de kaiju. Alors c'est vrai qu'on a déjà eu l'exemple de Mechagodzilla, notamment très récemment dans le Monsterverse, mais Kaiju numéro 8 va proposer une approche à la fois plus approfondie et plus intéressante de ce phénomène. Mais j'en viens justement à la notion de kaiju. Contrairement au monstre classique occidental, on peut reconnaître dans le kaiju l'incarnation d'une force naturelle et supérieure. Attention néanmoins de ne pas caricaturer puisque l'Occident aussi a son lot de monstres mythologiques qui représentent des catastrophes naturelles. La subtilité se situe davantage dans la notion de respect que le kaiju devrait inspirer à l'être humain dans certaines versions proposées. Si on en revient maintenant à l'apparence, les premiers kaiju sont plus ou moins pensés comme des dinosaures géants, mais Godzilla notamment adopte une posture plus droite qui l'humanise. Exception notable, le Godzilla de Roland Emmerich en 1998, avec une attitude plus saurienne et une perception généralement négative, notamment au Japon, sachant que certains films placeront volontairement de petites références pour signifier que cet animal qu'on a vu dans le film de 98 n'était certainement pas le véritable Godzilla. Au fil du temps et de l'imaginaire des scénaristes, les kaiju vont bien sûr se diversifier et prendre la forme de mutants, ou encore aller piocher du côté des origines extraterrestres, comme par exemple avec King Ghidorah pour ne citer que lui. Parfois, et plus particulièrement dans les déclinaisons du genre en série télé, les kaiju peuvent devenir des monstres à taille humaine, mais en conservant toujours la possibilité de retrouver une taille gigantesque. On pense aux séries Ultraman et Spectreman pour ne citer qu'elles, qui ont beaucoup popularisé le tokusatsu avant l'arrivée de Xor et compagnie. Du fait même du gigantisme des kaiju, la notion de rapport d'échelle devient dès les origines un standard de leur représentation esthétique. Et de ce point de vue, beaucoup ont salué la qualité du Godzilla de 2014, celui de Gareth Edwards. Mais alors comment Kaiju numéro 8 s'inscrit-il dans ces questions de forme et d'esthétique? Dans Kaiju numéro 8, on retrouve à la fois des formes classiques et d'autres très inventives et spécifiques au manga. Les kaiju y sont à échelle humaine aussi bien qu'à échelle titanesque et on aura peut-être plus tard la possible transition d'une échelle à l'autre. Comme vous le savez certainement, dans l'univers magnifique des kaiju, il n'y a pas que Godzilla et je vous propose un petit tour d'horizon non exhaustif et plutôt rapide d'autres créatures intéressantes. Commençons par Gamera, oui, celui qui ressemble à une tortue géante à réaction. Pour Gamera, je vous recommande en particulier la trilogie de l'ère Heisei avec Gamera Gardien de l'Univers, Gamera Attack of Legion et enfin Gamera The Revenge of Iris. Des trois, si vous ne devez en choisir qu'un, ce serait Attack of Legion. Ensuite, on a Gorgo, film britannique de Gene Lourier dont le monstre des temps perdus avait, souvenez-vous du début de la vidéo, servi d'inspiration au tout premier Godzilla. Dans un style encore plus dingue et à la fois réjouissant mais triste, on a en 1965 Frankenstein vs Baragon, traduit également en Frankenstein Conquers the World. C'est un film d'Ichiro Honda, le père de Godzilla donc, avec une proposition de kaiju humanoïde un an avant la série Ultraman. Au rayon des étrangetés, il faut parler de Bulgasari et Pulgasari. Le premier est un film sud-coréen de 1962 et le second un film nord-coréen de 1985,
tourné dans des conditions rocambolesques. Bulgasari a l'originalité de se situer dans une Corée médiévale. Une figurine créée par un forgeron selon une légende locale finira par s'animer, manger du métal et atteindre des proportions gigantesques. Elle viendra en aide aux villageois contre des seigneurs corrompus. En 1978, Kim Jong-il, qui est à la tête de la Corée du Nord à l'époque, a fait enlever une certaine Choi Eun-hee à Hong Kong. Cette femme était l'ex-épouse et actrice principale du réalisateur Shin Sang-ok, qui fut enlevé à son tour alors qu'il enquêtait sur l'enlèvement de son ex-femme. Les deux furent forcés de travailler sur des films de commande à la gloire du régime nord-coréen, et c'est ainsi qu'arrive, en 1985, Bulgasari. On notera que le réalisateur a quand même réussi à faire passer un message dans son film, puisque la créature qui sauve les villageois de l'oppression, qu'on suppose capitaliste, plus ou moins, finit par se retourner contre les villageois eux-mêmes à cause de sa faim dévorante. On peut sans doute y voir une métaphore du régime nord-coréen, ou de son dirigeant de l'époque au moins. Et si l'idée d'un kaiju dans les temps anciens vous tente, on peut aussi citer Daimajin, une statue qui va s'animer à l'époque du Japon féodal. Bien sûr, le kaiju se retrouve dans des séries télé que j'ai déjà évoquées pour certaines. À titre personnel, ma prime enfance avait déjà été marquée par Spectreman, qui insistait beaucoup sur l'effet de la pollution et la folie de l'homme. Quand on vous dit que le sujet est présent depuis plus de 50 ans, ce n'est pas une exagération. Ensuite, c'est Xor qui me vendait du rêve avec sa transformation si rapide qu'on nous proposait de la revoir au ralenti. Alors comment Kaiju numéro 8 va proposer sa propre déclinaison de tout ça? Le manga va tout simplement redéfinir la notion de Kaiju en rendant poreuse la frontière auparavant intangible entre l'humanité et les Kaiju. Et au-delà de l'exemple de Frankenstein versus Baragon, ici, l'idée va encore plus loin. Et c'est dans cette notion de transformation qu'on va bien mieux comprendre la fameuse référence à Franz Kafka au travers du prénom du héros, Kafka Ibino. Et bien sûr, un Franz Kafka, c'est l'auteur qui est notamment connu pour la métamorphose. Dans ce roman, l'effet de la transformation est surtout révélateur de par le regard et les évolutions du comportement des personnes entourant le personnage qui est victime de la métamorphose, ce qui pourrait aussi concerner Kafka Ibino. En effet, les rapports des autres personnages au héros proposera une approche spécifique et originale à partir du moment où certains connaîtront son secret, sachant que ce type de secret est toujours pensé dans une histoire par un auteur pour être dévoilé tôt ou tard. Cette promenade dans le monde merveilleux de Kaiju ne serait pas complète sans évoquer l'inspiration mutuelle entre le cinéma japonais et le cinéma hollywoodien. Outre King Kong, le monstre des temps perdus, les fourmis géantes de Zem ou encore Tarantula, on pense plus récemment à Pacific Rim, qui a totalement ouvert la voie à un renouveau du genre. Le film de Guillermo del Toro est une déclaration d'amour à la culture pop japonaise et aux effets spéciaux, et le film est dédié à Ichiro Honda et Ray Harryhausen. Parmi les films récents, c'est sans doute Pacific Rim et Godzilla de Gareth Edwards qui sont les plus respectueux de l'esprit initial du genre Kaiju Eiga. Et on peut sans doute supposer que le fameux Monsterverse de la Warner, de la Toho et de Legendary Pictures n'existerait pas actuellement si Pacific Rim n'avait pas réouvert la voie, sachant que Pacific Rim est une œuvre nettement plus personnelle, même si on peut le voir comme un gros blockbuster décérébré. Dans le Monsterverse, cette saga qui regroupe Godzilla de 2014, Kong Skull Island, Godzilla King of the Monsters et Godzilla vs Kong, le spectaculaire, parfois très réussi, l'emporte sur le fond et on change presque de genre, tout en renouvelant sa popularité. Mais attention encore une fois à ne pas tomber dans la simplification à outrance dans la caricature, puisque dans le genre même Kaiju Eiga japonais, et ce dès l'ère Showa, on s'était beaucoup éloigné de l'ambiance dramatique, tragique du premier Godzilla pour pleinement embrasser le spectacle de culture pop, et c'était notamment visible à partir de King Kong vs Godzilla. La réponse japonaise à cette résurgence populaire du Monsterverse prend la forme de Shin Godzilla. Le film revient aux origines avec un monstre totalement dévastateur et une intense destruction à l'écran qui va plus loin sans doute que ce que pourrait oser un film hollywoodien grand public et trop pudique sur les pertes humaines. Mais alors comment Kaiju numéro 8 s'inscrit-il entre ces influences? De mon point de vue, il se situe clairement à leur confluence. Le manga propose une lecture du genre qui pioche dans la tradition et la nouveauté, dans l'Orient comme l'Occident,
tout en parvenant surtout à créer son propre style parfaitement inscrit dans tout ce qu'on peut adorer du shonen. Kaiju numéro 8 participe encore plus à inscrire le kaiju dans la pop culture, à l'influencer et à se transformer en retour. Je vous rappelle que Kaiju numéro 8 sort ce 6 octobre aux éditions Kazé et vous trouverez un lien en description de la vidéo pour découvrir le premier tome, alors n'hésitez pas à cliquer. Personnellement, j'ai vraiment beaucoup accroché au manga, j'ai eu du mal à arrêter une fois que j'avais commencé, donc je pense que ça devrait vous plaire. Et bien sûr, hein, si vous avez apprécié la vidéo, eh bien, il faut laisser un petit pouce en l'air, il faut s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, sinon je serai obligé de sévir, hein, vous savez bien, de vous transformer en kaiju. Ça durera 1 heure toutes les 2 heures, donc la moitié de votre vie vous serez en kaiju, mais tout petit, sans pouvoir, complètement moche. Donc socialement, ça va devenir un petit peu compliqué, mais bon, donc voilà, il vaut mieux laisser le pouce en l'air et s'abonner, ce sera plus simple pour tout le monde. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!